Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le chapitre 19. Les jours passèrent. Bientôt, l'été succéda au printemps. La chaleur, presque étouffante, s'infiltra même à l'intérieur du vieux château, épuisant bêtes et hommes. N'épargnant même pas les champs et les jardins qui jaunissaient, brûlés de soleil, écrasés de chaleur. Seuls, Sven et Marie ne semblaient pas souffrir de la précocité de la saison. S'en apercevaient-ils seulement ? Chaque instant qu'ils pouvaient passer ensemble, sans pour autant éveiller le moindre soupçon, tant de la part des officiers allemands que de celle de Madame de Beaugency ou de Noémie, ils s'y précipitaient, à cœur perdu. Ils redoublaient de précautions, mais c'était toutefois chaque jour plus difficile de dissimuler aux yeux de tous ce qui leur semblait transparaître, à chacun de leurs gestes, de leur moindre regard, au détour d'un simple mot. Le danger était là, les tenaillant. Ils pouvaient presque sentir son haleine fétide dans leur nuque. Cependant, mus par une force plus grande encore que leur peur, une force qui les poussait inexorablement en avant, faite d'espoir et d'amour. Alors, chaque instant, leur faisait prendre des risques inconsidérés, mais qu'importait, ils ne pouvaient se passer l'un de l'autre. La nuit venue, le Norvégien retrouvait Marie dans sa chambre sous les toits, et là, dans ce havre de paix, ils pouvaient redevenir eux-mêmes, simplement Sven et Marie. Seulement deux êtres humains. Dans cet îlot de douceur, il se construisait un présent court, fragile, un monde de tendresse et d'amour. Peu à peu, au fil des nuits, Sven ouvrit son cœur à la jeune Française, déposant un à un ses secrets, ses souffrances et ses peurs. Il n'avait rien à lui offrir qu'un passé douloureux, amer de désillusions, lourd de terreur. Oui, son enfance là-bas dans les neiges et les glaces de Norvège. Oui, son enfance avait été heureuse, rude, mais heureuse, si heureuse. Entre Lars, le solide et taciturne bûcheron, son père, et Lucille, la douce et blonde institutrice, dont les parents français s'étaient installés à Oslo. Comment ses parents s'étaient-ils rencontrés, aimés? Ça demeurait une vraie énigme pour lui. Tout semblait les séparer. Et pourtant, ils s'aimèrent aussi longtemps qu'ils furent ensemble. Leur couple resta uni, malgré les difficultés de la vie dans ce petit village perdu dans les montagnes. Lillehammer, pour lui le symbole du bonheur. Sa mère était l'institutrice du village et, en plus de lui apprendre à lire et écrire, elle lui a enseigné sa langue maternelle, le français. Même si, pour elle, la France n'était qu'une patrie lointaine, un vague contour sur une map monde. Son monde, à elle, c'était les glaces de la Norvège. Longtemps, il raconta à Marie ses équipées avec son père, qui, sitôt qu'il put marcher, l'entraîna à sa suite au plus profond des forêts, relever les arbres à abattre et poser avec soin quelques pièges et autres collets qui lui amélioraient l'ordinaire. Sous ses yeux, Marie semblait presque voir Sven, le petit garçon qui trébuchait à chaque pas dans la neige haute, suivant pourtant sans faiblir son géant de père. Toutes ses courses dans les bois l'étaient aujourd'hui à rester en vie, car ses sens aiguisés lui avaient à maintes reprises sauvé la vie. Sa première déchirure fut la mort si prématurée de sa mère, alors qu'il venait à peine d'avoir 15 ans. Cette mort qu'il n'accepta pas, et dont il rejeta si injustement la faute sur son père. Sa fuite pour Oslo, où pendant 2 ans il vécut de petits boulots sur les docks. Hormis vivre d'expédients, il découvrit la dureté âpre de la vie, l'amitié rude des hommes, qui, se fiant à sa taille des gens hors du commun, le croyaient plus âgé qu'il n'était. Par-dessus tout, il découvrait la lutte. Dans ces combats qu'il faisait dans de hangars obscurs derrière le port, les hommes pariaient, et grâce à sa force, à sa souplesse, il gagnait, souvent. À cette école de la vie, il apprit le courage et l'abnégation. De jeunes garçons, trop vite grandis, leva tout à coup un homme, avoisinant les 2 mètres. Sur un coup de tête, il s'engagea à 17 ans dans la marine et partit pendant 3 ans sillonner les mers du globe. Il n'avait pas revu son père durant toutes ces années. La nostalgie de ces montagnes, de son village perdu, le hantait chaque jour un peu plus. Son expérience de matelot et ses rêves d'horizons lointains ne firent que lui démontrer que sa place était là, dans son pays écrasé de neige et de glace. Son expérience militaire lui fit clairement comprendre qu'il n'était pas fait pour ce genre d'activité, trop indiscipliné, bagarreur et forte tête. Mais qu'il réussit à sortir sous-officier. Il devint véritablement libre, que lorsqu'il troqua son uniforme de toile bleue contre son vieux pull en laine. Alors, le cœur battant, il reprit le chemin de Lillehammer, qu'il avait quitté presque 5 ans plus tôt. Il retrouva la petite Katinka, sa sœur, qui du haut de ses 10 ans l'intimida terriblement. Son père avait vieilli,
Ses cheveux, autrefois d'un noir de jet, grisonnaient à présent. Il n'avait pourtant rien perdu de sa force, et la petite sur ses talons, il continuait à abattre ses arbres et à relever ses pièges. Jamais il ne reprocha ses années d'absence à son fils. Il l'accueillit comme s'il n'était parti que la veille, et l'emmena, comme il avait fait chaque jour de son enfance, là-bas, dans la montagne. À aucun moment, il ne lui demanda d'explication. Il ne le blâma pas non plus pour toutes ces années d'inquiétude. Au bout de quelques jours, un soir, alors qu'ils étaient confortablement installés à fumer devant la vaste cheminée du chalet, il osa dire à cet homme inconnu qui était devenu son fils, lorsqu'il sentit que peu à peu le rapport confiant d'autrefois se renouait. Il osa alors lui parler de sa mère, il lui rappela sa douceur, ses éclats de rire, sa force et ses rêves. Elle aurait tellement souhaité que son fils devînt ingénieur. Pour elle, il n'y avait pas d'enfant plus intelligent que Sven. Quelques jours après cette conversation avec son père, Sven repartit pour Oslo, mais cette fois, il avait un but, reprendre ses études. Ce fut dur, mais il avait appris le courage et la volonté de vaincre. À l'université, il put continuer la lutte, gagna de nombreux championnats et se retrouva sélectionné pour les Jeux olympiques de Berlin de 1936. Pour lui, ces années-là furent aussi heureuses que possible. Il s'adapta, lui l'ancien docker, l'ancien marin qui à 20 ans avait déjà fait le tour du monde, à la vie étudiante avec une insouciance, une gaieté et un colossal appétit de vivre. Il partit pour Berlin. Il fut impressionné, presque terrifié par la rigueur et l'ordre nazi. Il revint avec une médaille d'argent et une sainte horreur d'un régime militaire. Cette médaille le confirma dans sa volonté qu'il pouvait réussir, que tout était possible, que nul rêve n'était hors de portée. En juin 1939, il décrocha finalement son diplôme d'ingénieur en génie civil. Il était champion de Norvège, incontesté depuis des années, champion d'Europe et à présent ingénieur. Sa mère aurait été si fière de lui. La vie était belle. Tout cet avenir qui s'ouvrait devant lui s'obscurcit. Dès l'automne, la France et l'Angleterre déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Et le 3 septembre, la Norvège rappela ses réservistes. Sven se vit affecté en tant qu'officier dans un bataillon du génie. Son horreur des militaires toujours plus vive que jamais. Mais comment aurait-il pu refuser de défendre sa patrie, sa famille? Son courage et celui de tous les Norvégiens furent presque inutiles. Dès le 9 avril 1940, l'Allemagne envahit la Norvège et le Danemark, prenant tout pouvoir. L'armée fut démobilisée et de nombreux soldats et officiers incorporés de force dans les rangs nazis. Certains réussirent à s'enfuir en Finlande, laissant derrière eux leur famille, vulnérable et si faible. Sven refusait tout autant de servir le Troisième Reich que d'abandonner les siens entre leurs mains. Alors, refusant de fuir comme il l'avait fait autrefois, afin de protéger son père et sa jeune sœur, il resta et endossa avec horreur l'uniforme allemand. Forte tête, il avait toujours été, alors enrôlé contre son gré pour une cause qu'il haïssait plus que tout. Il se montra moins que docile. Mais les nazis avaient maté de plus rebelles. Après un séjour de plus de 3 mois dans une prison militaire en Allemagne, où il subit plus qu'un homme peut humainement supporter, il fut affecté au 3e bataillon disciplinaire de Panzer. Maté, il ne l'était qu'en apparence, mais cela semblait suffire aux Allemands. Il obéissait à leurs ordres, et c'était tout ce qu'il voulait. Par des hasards, malheureux, et bien contre son gré, il devint commandant. Avec son bataillon, il fut envoyé sur tous les fronts, les plus durs, Grèce, Yougoslavie, Pologne, puis la France. Tout ce qu'il avait pu faire auparavant lui paraissait si vain, si irréel. Il avait vu tant d'horreurs, participé à tant de massacres, commis combien de meurtres, combien d'hommes, de femmes et d'enfants avait-il tué? Il ne pouvait même pas le savoir, ayant perdu le compte depuis des mois déjà. Pourtant, après tout ce temps, il ne pouvait pas encore s'habituer à l'absurdité de la mort, mais il voulait vivre, et pour cela, celui d'en face, quel qu'il soit, devait mourir. Il ne s'était pas battu depuis toutes ces années pour crever dans un uniforme allemand. Il se l'était juré. Alors, lorsqu'il pensa que tout espoir d'avenir lui était irrémédiablement enlevé, Marie était apparue dans sa vie et l'avait d'un seul coup transfigurée. Marie, à qui, dans la douceur de ses nuits d'été, il se confia tout entier. Et voilà, et nous nous donnons rendez-vous la prochaine fois.